C'est une passion. Et c'est une passion qui est en vrai danger. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, un petit mot aussi sur Francis-Silva. Donc, on est le syndicat des propriétaires forestiers privés. On n'est que des bénévoles. Il y a 2 membres du conseil qui sont avec moi aujourd'hui. On est venu avec nos voitures. On n'a pas d'écharpe, on n'a pas de. Voilà. On se débrouille tout seul et on répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et on fait ça bénévolement. Et vous pouvez me téléphoner le matin, le soir, la nuit, machin, je réponds au téléphone tout le temps. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu 10 personnes qui m'ont téléphoné pour avoir un conseil. Et pourquoi on est à Langeac? Non pas parce que simplement M. Beau est sympa, qui sait accueillir, mais c'est quelqu'un d'intelligent qui a compris qu'il fallait donner de l'information et de la formation aux forestiers face aux phénomènes qui se passent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a passé toute la journée dans les bois, là, dans les communes environnantes. Il y avait Paul, il y avait Didier, il y avait Michel, et on a observé tout ce qui se passait. Et pourquoi on est là? Parce que Langeac et toutes les communes environnantes est le point du département le plus fragile actuellement face au dépérissement des arbres. Je vais vous donner 2 chiffres. Le sapin, qui est l'arbre emblématique de la région, est condamné à disparaître totalement avant 2050. 2050, c'est juste 25 ans. Hein. Il y a plein de gens qui vont le voir, ça. Le dépérissement d'un sapin peut se faire en 6 mois. En 6 mois. Parce qu'il a reçu 2 stress hydriques très importants 2022-2023. 2024, oui, mais deuxième coup, c'est bon, il y passe. Mais il y passe en 6 mois. Et vous n'allez même pas le voir. Il y a des photos aériennes qui nous permettent de le voir. Et ça, c'est des drames. Parce que, par exemple, le sapin, quand vous passez en Syrie et qu'il est mort, il sort en poussière. Ce qui est le contraire de l'épicéa. L'épicéa qui est scolité, c'est une autre maladie, on va dire, toujours liée au changement climatique, pour simplifier, je ne suis pas un scientifique. Lui, il garde la résistance mécanique. Donc, vous avez intérêt à le scier normalement. Tandis que le sapin, il faut anticiper sa mort. Si vous le faites après la mort, voilà, c'est rien. Votre capital a fondu et ne vaut plus rien. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est de comprendre, bien mettre dans votre tête que le changement climatique, c'est une vitesse très très forte et la forêt, c'est le temps long. Le temps long, c'est 100 ans pour un arbre. Le changement climatique, on va dire qu'il a commencé en 1980. On en a pris conscience en France en 2000, et je dirais à Langeac et partout ailleurs en Haute-Loire, en 2020. Donc on a très peu de recul. Mais quand je vous dis qu'un sapin crève en 6 mois, c'est du vécu. Là, j'ai vu Thierry, voilà, Thierry Philippon, qui est le plus ancien des techniciens sur la Haute-Loire, hein, et qui a la régénération à côté de lui. Hein, ça, c'est le plus jeune, certainement, du GPF. GPF, c'est une coopérative très connue. En Haute-Loire, il y en a 2, il y en a 3 autres. Hein, il y a CFBL, Unisilva et Conforé, voilà, je les ai tous cités. Donc, il faut que vous alliez très très vite. Donc, si aujourd'hui, on a la possibilité de vous alerter sur ce changement, et grâce à cette réunion qui est organisée par le président de la Comcom du Haut-Allier, c'est que vous en preniez conscience, et une conscience rapide. Allez dans vos forêts, vous n'y allez pas assez souvent, essayez de prendre du recul, parce que si vous pouvez vous mettre sur la colline en face, vous la verrez mieux. Prenez conscience qu'il faut prendre des décisions rapides, sinon votre capital ne vaudra plus rien. On sait ce qui ne marche plus, c'est-à-dire tout ce qui existait jusqu'à présent. Le sapin pétiné, c'est fini. L'épicéa, c'est fini. Le pin sylvestre, c'est fini.
on sait ce qui marche aujourd'hui, parce que vous allez dire, arrêtez de me dire ce qui ne marche pas. Donc ce qui marche aujourd'hui, mais je ne mangerai pas pour dans 50 ans. Hein. Donc ce qui marche bien, on l'a vu encore aujourd'hui, c'est le pain Laricio de Corse, en substitution du pain sylvestre, ça marche. Le sapin Wertmüller en remplacement du sapin pectiné, ça marche. Vous pouvez mettre des érables, ça marche aussi. Vous pouvez mettre des cèdres, de l'Atlas, ça marche aussi. Je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais déjà c'est les principaux que je vous ai cités. Ce qu'on vous conseillera toujours, c'est d'en mettre plusieurs dans votre parcelle. Alors essayez d'avoir des parcelles un peu grandes, faire 1 hectare c'est bien, donc essayez de faire jouer le droit de préférence quand les voisins vendent leur parcelle. Ne mettez pas, comme disaient les anciens, tous vos œufs dans le même panier. Donc mettez, nous préconisons de mettre 4 essences différentes dans votre parcelle. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce qui marche, donc je les ai cités, plus quelques autres, mais dans 50 ans, je ne sais pas, sur les 4 que je vous ai cités, là, les 4 qui vont marcher, il y en a peut-être que 2. Mais si vous les avez mis, ces deux-là, eh ben, ils vont faire de la régénération et ça va bien se passer. Donc, il faut que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, la forêt telle qu'on l'a connue au siècle dernier, c'est fini, et qu'il faut aider la nature, à se faire cette transition. Le changement climatique, c'est tous les 20 ans. Les grandes étapes, c'est tous les 20 ans. La forêt, c'est tous les 100 ans. Donc le changement climatique va 5 fois plus vite que la vie de la forêt. Donc si vous n'aidez pas la nature, vous êtes foutu. Je vais vous donner un exemple réussi et le même exemple en échec. La montagne Sainte-Victoire, qui est à Aix, près de Marseille, a brûlé en 1984. Tragédie nationale, on ne peut pas laisser ce massif nu, c'est affreux. Cézanne doit se retourner dans sa tombe toutes les fois qu'il voit cette pauvre forêt brûlée. Donc on a réuni tout le monde, l'ONF est venu, a dit on va planter ça. Le CRPF est venu, il a dit on va planter ça. Les forestiers privés ont dit on va planter ça. Et tout le monde est venu, et tout le monde avait une solution. Donc tout le monde l'a mis en place, et on y était il y a 3 ans, donc 30 ans après, 35 ans après, et on dit mais qui c'est qui a gagné quoi? Ben, tout le monde avait perdu. Parce qu'en 1980, compte tenu des connaissances et du peu de conscience du changement climatique, toutes les expériences ont échoué. Et pourtant, on a dit, mais il y a des arbres là, on en voit bien. Et ils nous ont dit, oui, il y a des arbres qui ont poussé. Et c'était du pan d'Alep qui était venu par les oiseaux, par le vent. Et il avait traversé la Syrie, etc. Donc, si vous attendez que les oiseaux arrivent, il va se passer un peu de temps parce que pour aller chercher du sapin en Turquie, il faut des oiseaux qui volent bien, quoi. Ils font des étapes, quoi. Donc ça prend un peu de temps. Donc si vous n'aidez pas la nature, vous allez, le changement climatique ayant une vitesse 5 fois supérieure à l'âge de l'arbre, vous êtes foutu. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, planter un hectare avec la protection du chevreuil qui est obligatoire en Haute-Loire, ça vous coûte autour de 6 000 euros l'hectare. 6 000 euros l'hectare, quand vous allez les mettre sur la table, vous payez votre coopérative ou votre expert forestier qui va le faire, sachez une chose, c'est que vous ne reverrez jamais votre argent. Jamais. Est-ce que vos enfants verront cet argent? Non plus. Ça sera que vos petits-enfants. Donc si vous investissez, c'est dans un avenir que vous et vos enfants ne verront pas. Donc c'est un vrai pari. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on testait une initiative qui a été prise par le département de tester des essences complètement exotiques pour dire est-ce que ça va marcher ou pas, on ne sait pas. Donc là, c'est vraiment de l'expérimentation. Donc on a été voir une parcelle qui va être plantée, là, incessamment sous peu, avec des arbres qu'on n'a jamais vus en Haute-Loire. Alors le scoop que je vais vous donner, par contre,
Donc, je vous ai dit qu'après Paris, c'est Langeac, et c'est vrai. Un décret du ministère de l'Agriculture est sorti avant-hier et a donné une enveloppe pour les forestiers privés de 150 millions pour aider les gens à replanter des essences qui sont condamnées. Donc, si vous avez des sapins, coupez-les avant qu'il soit trop tard. Alors, vous ne précipitez pas, faites pas des coupes rases, mais faites des coupes très fortes. Hein, et puis, essayez de remplacer ces arbres. Alors, si vous voulez des sapins, ben, je vous ai parlé du Burke Miller. Si vous voulez changer, ben, vous mettez du sapin lariceau de Corse. Si vous voulez des feuilles, vous mettez de l'érable, vous mettez du châtaignier, vous mettez du tilleul. Hein, et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, il a été fait un barème au niveau du ministère. Et je vous ai amené une photocopie. Parce que quand on dit des choses, il faut le prouver. Et l'État dit, bon, ben, pour planter 1 hectare en Haute-Loire, il n'a pas dit 6 000 €, et nous, on ne lui a pas dit 6 000 €. On le dit double. Pour avoir ça, ça marche. Donc, ils ont admis que ça coûtait 11 000 €. Pas le double, mais presque. Donc ça, c'est marqué. Parce qu'on est un pays de montagne ici. Vous savez que le département de Haute-Loire est le 3e département le plus haut de France, en moyenne. Et il y a des gens qui sont... vous écoutez, je pense à Peter Roger, vous connaissez dans le coin, qui est en plus secrétaire général des élus de montagne. Et donc, président maintenant, depuis peu. Il nous aide beaucoup. Et donc sur ces 11 000 €, bon, ils ne vont pas nous donner 11 000 €. Hein. On va pas faire du bénéfice. Donc après, vous savez, je passe mes journées à faire des réunions, à essayer de décider, les décideurs, à nous aider. Alors, avec Paul, par exemple, avant-hier, on était toute la journée au service des impôts pour le cadastre. Le cadastre est faux, hein, comme partout en France. Il est faux à 30% en Haute-Loire. Donc, on a essayé de trouver des solutions pour améliorer la vérité de ça. Moi, hier, j'étais à Lyon pour avoir des choses négociées avec la DRAF. Et il y a une semaine, on était avec le préfet. Et le préfet est quelqu'un de très bien, je trouve, qui a beaucoup d'écoute, qui écoute et qui veut s'intéresser, qui veut comprendre les dossiers. Donc on l'a emmené, il n'y a pas très en toute discrétion, hein. On n'a pas fait de pub, on n'a pas fait venir les journalistes. On l'a emmené à Josa, c'est pas très loin d'ici, et on lui a fait voir la tragédie qui se mettait en place. Oui. Donc on lui a dit, c'est quelque chose de concret. En Haute-Loire, c'est une tragédie. Et Langeac est l'épicentre, avec Brioude, on va dire, parce qu'il y a des courants chauds qui passent, etc. Donc c'est beaucoup plus perturbé ici qu'à la Chaise-Dieu, par exemple. Et donc on lui a dit, sur ces 12 000 €, parce que nous on prend le crochet, tout à fait, on lui a dit, il faut nous aider, et il faut un minimum. Donc on a négocié avec le préfet, et moi je vous donne une information que j'ai eue à 18h44, parce que je lui dis, je suis à Langeac. Je ne suis pas à Saint-Jean, je ne suis pas au Puy, je suis à Langeac. Langeac où se passe la tragédie. Et donc il m'a envoyé un SMS, je vous communique cette information. Donc sur ces 11 000 € à l'hectare, il prendra en charge minimum 60%. 60%. Mais ça pourra monter à 80%, voire 100%. Donc, si vous voulez, les 6 000 € que vont vous prendre une coopérative, j'en vois ici présent, parce qu'ils font du travail et tout travail mérite salaire, vous serez pris en charge énormément. Et nous avons négocié avec le ministère, l'ancien ministre, Marc Fesneau, le défi travaux. Et le défi travaux, c'est 25% de votre facture. Donc là, c'est des subventions, je vous ai parlé. Ça, c'est du concret. Il m'a envoyé un SMS pour me dire que l'arrêté qu'il a demandé à la préfète de région sera prise mardi. Donc mardi, j'enverrai à M. Beau
l'arrêté préfectoral qui vous diffusera. Je sais que vous avez une application avec le petit hérisson là, qui marche bien, donc vous aurez l'information. Et on a demandé pour Langeac et ses environs une prise en charge très très forte. Et donc en plus de ces subventions, vous aurez droit à 25% de votre facture en chèque qui sera déduit de vos impôts si vous en payez. Si vous n'en payez pas, parce qu'on a dit aussi qu'on avait des gens qui n'en payaient pas, on n'est pas très très riches ici, donc vous aurez un crédit d'impôt et vous aurez un chèque si vous en payez pas, donc de 25%. Donc, je ne vais pas dire que ça va être gratuit, il y aura toujours un petit reste à charge, mais quand on est dans ces pourcentages-là, ça vaut le coup. Donc les dossiers, on peut les ouvrir depuis ce matin, donc Langeac en a la priorité. Voyez avec vos coopératives, parce que c'est des dossiers complexes à monter. Les coopératives ont tous un individu spécialiste des dossiers et qui va pouvoir vous monter le dossier. Et en plus, ils assurent la charge financière, c'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent la subvention. Vous payez que le complément quand il y en a un. D'accord? Mais quand il arrive, l'année d'après, vous recevez les 25% en défi travaux. Donc, nous, conscients de ce qui se passait ici, on a monté des dossiers, on est monté au ministère, on a été reçus, on a été voir le préfet plusieurs fois, la DRAF, la DTT, ils nous connaissent tous, hein, les digicodes, on a les codes, maintenant on rentre comme ça. Quand on demande un rendez-vous, on l'a tout de suite. Quand le préfet, on lui demande une réponse pour avant 20h, à 18h44, il nous répond. Donc, il y a une tragédie qui se passe ici, dans la Haute-Loire. L'épicentre, il est ici. Il faut qu'on vous aide. Et nous, on est là pour vous aider. Donc, comme c'est complexe, et que ça change à peu près tous les 6 mois, hein, les procédures. La procédure du 1er janvier s'est terminée le 1er juin. Une autre devait prendre le relais, mais vous savez qu'il y a eu des élections qui ont bousculé tout. Donc, les nouvelles ont commencé théoriquement le 15 octobre, en fait le 6 novembre. Donc, il faut que vous soyez toujours informés de ces décisions, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, nous, on est là pour vous orienter sur les bons interlocuteurs. Donc, généralement, c'est les coopératives ou les experts forestiers. Vous en avez de très connus ici, il y en a qui sont présents, je les salue. Passez-nous un coup de téléphone et on vous répondra. Donc moi, mes collègues, ils vont vous donner le petit papier avec, il y a ma carte de visite à côté, hein, du syndicat, où on peut vous répondre. Et vous verrez le détail de ces subventions qui sont, pas spéciales Langeac, pour pas déconner, mais qui seront très appréciées à Langeac, parce que vous êtes dans l'épicentre de ce qu'il faut faire rapidement. Et si j'ai passé la journée dans les bois aujourd'hui, il y avait Didier, il y avait Paul, il y avait Michel, c'est pour voir la vitesse à laquelle ça va. On a vu des gens qui avaient tardé de 2-3 ans, et ben ils sont ruinés. Voilà. Ils ont un terrain vide, voilà, où on pourra faire des expériences, mais ça ne vaut plus rien. Parce que, après, il faut sortir ces bois, ça coûte plus cher que la valeur du bois. Hein, parce que des sapins qui sont morts, ça ne vaut rien. Voilà. C'est une charge pour les sortir. Donc, si vos élus nous donnent la permission de venir, nous encouragent à venir vous informer, c'est parce qu'il faudra prendre des décisions rapides et qu'il faudra changer notre état d'esprit sur les essences et sur la façon de faire de la sylviculture à Langeac. Et Langeac et ses environs, hein, bien sûr, c'est une com-com, hein, de Haute-Allier. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. On va vous faire la distribution pour et donc, il y a de l'argent, et si je peux vous annoncer que l'argent est là, même si le budget n'a pas été voté, c'est qu'on a l'assurance du ministre. C'est-à-dire que le ministre, Marc Fesneau, a signé le papier exactement le 6 juillet, la veille de partir. Donc on attendait le décret d'application, et voilà.
Donc après Paris, c'est l'engin qui a l'information. Et vous voyez que tout le monde a bien réagi. La DDT était en vacances, il a répondu pendant ses vacances ce matin. Le préfet nous a répondu parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe ici. Donc merci à ceux qui nous permettent de prendre la parole pour vous informer et je vais répondre à toutes vos questions. Donc Paul, tu peux circuler le... Donc salut Pierre. Oui, bonjour, donc c'est pas une question, c'est plus une remarque par rapport au gibier. Oui. Je suis propriétaire forestier, entrepreneur de travaux forestiers, j'ai fait des plantations et aujourd'hui dans certaines parcelles on est à 80% de dégâts de gibier. J'ai fait le document qu'il faut envoyer à la fédé de chasse, sauf que quand c'est du grand gibier, parce qu'on arrive à protéger contre le chevreuil, contre le cerf c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui on a un développement de la population de cervidés et on ne sait pas comment faire. Et donc quand on a des dégâts, moi on m'a posé la question, est-ce que c'est une pépinière ou une plantation forestière? Non, c'est une plantation forestière, ben, vous avez le droit à rien. Merci. Ok, donc très bonne question. Effectivement, on a un gros problème d'équilibre aussi génétique, c'est ça qu'on appelle les dégâts de gibier et en particulier des chevreuils des cerfs. Comme l'a dit monsieur, on arrive à se protéger du chevreuil en mettant 3 piquets. Maintenant on propose 3 piquets quand c'est des résineux et un grillage quand c'est du feuillu. Mais on a un gros problème avec nos amis chasseurs. Alors eux ils ont un problème et nous on en a 2 problèmes du coup. Ils ont de moins en moins de chasseurs. Ça c'est vrai. Le souci c'est que quand il n'y a pas assez de chasseurs dans un département, on peut faire des invitations. Parce que dans d'autres départements, il n'y a pas assez d'animaux. Et les chasseurs, c'est bien content des autres départements d'avoir une invitation en week-end et faire quelque chose. Donc l'objectif, c'est de baisser minimum une année de 30% de la population. Parce que la population de chevreuil augmente de 30% chaque année. D'accord. Et c'est le cerf, le gros problème. Il faut savoir qu'en 1962, on a mis 4 cerfs ici, dans la région. Aujourd'hui, il y en a 4000. Et le cerf, comme dit monsieur, ben, on ne peut pas s'en protéger, on ne sait pas faire. Donc la seule décision, c'est de baisser le nombre de cerfs en liberté dans nos forêts. C'est le seul moyen. Donc là, je crois qu'on a trouvé de l'écoute auprès de nos élus. Et je pense que la DRAF, qu'on a rencontré encore hier, conscient du problème, va demander quand même de faire des efforts aux chasseurs pour faire leur travail d'équilibre écologique qu'ils sont censés faire et sur lequel ils ont beaucoup d'aide, hein, parce que les chasseurs sont riches. Ce sont des fédérations. Nous, on est que des bénévoles, eux ils ont des permanents. Ils en ont plusieurs. Donc, vous voyez que l'équilibre génétique est le deuxième gros dossier qu'on est en train de traiter. Monsieur a entièrement raison. Si on se protège du chevreuil, le cerf, on ne sait pas faire. Et la seule décision, c'est de baisser le nombre de cerfs ici. Il y en a beaucoup moins. Voilà. D'autres questions? Le micro. Thierry, Philippon, l'ancien. Il n'a pas quelque chose à dire? Si, il a quelque chose, il est timide, mais... Observations sur le terrain. C'est vrai que le dépérissement, c'est vraiment flagrant depuis 2 ans. Ça va très très vite. Avant, c'était concentré sur les vallées, vallée de la Dèche, vallée de la Cronche, sur le secteur où je travaille. Maintenant, on s'aperçoit que sur les communes de Chastel, même en montagne, il y a du dépérissement. Et hier, ce qu'on a remarqué un petit peu, parce que avec le temps qui est clément, c'est que la présence de gui, qui était un parasite du gui, qu'on retrouvait pareil sur des communes style Chassagne, Polaguet, maintenant on les retrouve à des altitudes comme Bevensen. Donc moi depuis que je travaille en forêt, je veux dire, j'ai vu l'installation du gui par exemple à Chassagne sur une grosse propriété.
je vois le résultat aujourd'hui avec le nid plus la sécheresse, et je me dis que dans 20 ou 25 ans, en altitude, si ça continue comme ça, il n'y aura vraiment plus rien. Oui. Donc, c'est vrai que c'est le moment d'agir, de faire quelque chose rapidement. Voilà. Alors après, il y a juste quelque chose par rapport à ces fameuses aides, c'est très très bien. Par contre, je pense qu'au niveau des contrôles, par rapport à certaines choses qui se font, il faut que les contrôles suivent aussi. Oui. Parce que on voit sur le terrain des choses quand même un petit peu. Un peuplement en parfaite santé qui se font raser, Voilà. dans des douglas de 35 ans, Oui. qui méritent d'être éclaircis, qui sont rasés, et après derrière on replante et on n'a aucune garantie par rapport justement aux cervidés, aux chevreuils. Oui. Et ça, on l'a vu vraiment. Oui. Donc, Justement grâce aux aides. oui. Donc, de manière à ce que les aides ne soient pas des aubaines, des contrôles préalables doivent être démontrés qu'on est bien sur une forêt dépérissante, comme le sapin, comme l'épicéa. Faire une courte phrase sur des douglas, il faut être un cinglé. Oui, mais ça en fait beaucoup. Sauf s'ils font des périssants, ça arrive. C'est relativement rare, on va dire. Mais il y C'est en une a pas. coopérative forestière. Oui, mais vous savez, le monde est fait. Il y avait 5, j'avais un peuplement juste à côté, que j'étais en train d'exploiter. J'ai vu arriver 5 techniciens. J'aurais dit, mais vous faites quoi? Vous marquez une éclaircie? Non, on va faire une coupe à blanc. J'ai dit, mais vous êtes devenu fou ou quoi? Ah mais non, c'est le propriétaire. J'ai dit, non, c'est vous qui conseillez le Oui, propriétaire. exactement. Et là, il y a eu 1,5 hectare qui est passé, des douglas qui pouvaient tout à fait s'éclaircir. Et tout ça parce qu'il y avait des subventions au reboisement. Voilà. Donc, Pour ça, il faudra faire très attention, surtout si les aides sont plus Tout à fait. les subventions seront proposées avec un constat préalable du dépérissement des arbres. Hein? Attendez, voilà, c'est préalable. Donc on pourra faire le dossier, mais si on finit par la démonstration, mais de manière scientifique, quoi, avec des photos satellites, etc. Les photos satellites, c'est gratuit, c'est sur Internet, vous y allez, je vais au portail, tout est parfait, l'avion tourne régulièrement. Ils ont fait passer un avion avec un lidar, qu'on appelle, c'est un scanner, qui a pris point par point tous les kilomètres, non, tous les mètres, non, tous les 10 mètres, cherchez-nous, tous les 10 mètres, ils ont fait une photo et on peut savoir si c'est un sapin, si c'est un érable, etc., etc. C'est très pointu. L'avion est passé le 3 mai l'an dernier. Donc on a des précisions, personne ne peut... Et donc il y aura beaucoup de contrôle. Parce qu'effectivement, surtout sur le plan 1 et le plan 2, il y a eu des abus. Soyons clairs, il y a eu des abus. Mais bon, on apprend en marchant. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le coin, il y a des forêts qui, sur le plan écologique, capture carbone, sont devenues négatives. Sachez qu'un arbre, quand il crève, il libère le gaz carbonique qu'il a capturé. Ça ne descend pas dans le sol, hein, le gaz. Je rappelle que le gaz, il monte. Il y a des gens qui pensent que ça descend. Non, c'est pas parce que l'arbre est tombé que le gaz, il remonte. Donc vous avez des communes entières qui sont devenues négatives. Et comme on a pris des engagements nationaux sur la captation de carbone et sur l'émission des gaz carbone, donc on peut réduire les voitures diesel tous les jours, ça c'est une bonne chose. On remplace par des électriques, ça pollue moins, c'est vrai. Mais si nos arbres ils relâchent tout ce qu'ils ont capturé, ça ne sert à rien. Donc d'où l'importance de ce dossier. Et si le président Macron a dit l'an dernier un collégien, un arbre, c'est qu'il a compris aussi qu'il fallait impliquer les jeunes générations dans ce combat qui est devant nous. C'est une tragédie qu'on est en train de vivre. Et si on ne le prend pas tout de suite, eh ben, on va avoir des lendemains difficiles. Oui. Attendez, on va vous donner le micro. Parce que, en fait, c'est tout, là, ils sont jolis comme ça, ils font un document de gestion durable pour en bénéficier. Oui. Et là, j'ai une parcelle je sais pas, jeunesse. Et avec quand même 30%
d'épiciers scolytés quasiment. Oui. Et j'ai fait une demande au CRPF pour approuver un CVPS. Oui. Et ils m'ont dit que c'était pas possible de faire une coupe rase parce que les épiciers étaient trop petits en diamètre. Et du coup, il faut faire quoi là? Parce qu'on a déjà fait une éclaircie il y a 2 ans. Et il faut attendre qu'il dépérisse encore plus pour... Non, parce que plus vous allez éclaircir, plus la chaleur va rentrer, plus il y aura de chaleur, plus le scolite va se développer. Oui, non mais... C'est dans l'effet inverse. Donc, il faut refaire votre demande, parce que visiblement... Ah, mais ils m'ont... je l'ai déjà eu, je sais pas s'il est là d'ailleurs, le technicien du CNPF, mais... Non, Après, à moins d'être une coopérative et d'avoir des postes droits, mais en tant que propriétaire privé... Non. Donc, je vous ça assure... fait partie des choses, C'est vrai. si vous voulez, qu'un syndicat, le syndicat c'est fait pour en embêter. Nous, on est un syndicat pas catégoriel, on est professionnel. Comme il y a un syndicat des boulangers, des bouchers, un syndicat des poissons. Donc, faites-nous part un peu de vos petits problèmes comme ça. Et puis nous, on a des représentants, il est derrière vous. Il y en a un autre qui est là. Ce sont des représentants de Francilva qui siègent au CNPF. Ok, et qui peuvent nous défendre. Ah, bah oui, ils sont là. Parce que moi, il m'a dit, pas de coupe rase, parce que c'est au moins 25% de diamètre. Et il m'a dit... Le local de l'étape du CNPF est là, il est cornu. Pour l'est du département, c'est Paul Rollier. Donc on a pris les extrêmes de chaque département pour avoir un représentant local. Mais ça doit pouvoir se régler, là. Parce que c'est pas parce qu'il est petit qu'il ne faut pas le couper. S'il est malade, il est malade. Voilà, il est place. Donc celui qui vous a dit ça, je peux vous l'écrire. Ça va être plus compliqué. Je vous transférer les mails. Voilà. Ok. Mais on est là pour vous défendre. Comme on vous défend auprès des chasseurs, comme on vous défend auprès de la SAFER, comme on vous défend. On est dans toutes les instances. C'est des PNAF, préfecture, les impôts. On vous défend partout. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure des captations de biens 100 mètres au niveau communal. Oui. Ça, c'est intéressant. Moi, j'en ai quelques-uns autour de chez moi. Oui. Il serait intéressant pour remembrer Oui. de l'intégrer. Oui. Et vous pouvez nous en dire un peu plus dessus? Oui. Alors, chaque année, et on était en discussion avec Paul il y a 3 jours au niveau du cadastre, chaque année, le cadastre doit faire remonter à la demande de chaque maire les parcelles sans bien ni mètre de sa commune. Et la mairie a la possibilité, c'est pas une obligation, ils ont la possibilité d'acheter ces parcelles. Si c'est des parcelles petites, qui n'ont pas d'intérêt pour la commune en particulier, ils peuvent vous les revendre à vous. Donc vous les achetez. Donc vous faites un défi acquisition, vous touchez 25% déjà, parce que vous avez bien dit ce qu'il fallait faire. 7UP pour la déclaration d'impôt, je la connais par cœur celle-là, enfin pour l'an dernier, mais l'an prochain je vous la dirai. Donc le maire peut être votre intermédiaire. Donc si c'est une parcelle qui fait 12 hectares, il aura peut-être intérêt à la garder pour la commune. Peut-être, je ne sais pas. Mais souvent, le parcellaire de la Haute-Loire fait que c'est des parcelles de 0,35, c'est la moyenne. 0,35, avant que le maire veuille aller faire de la gestion forestière pour 0,35. Bon. Sur un tract, il y a 58 hectares. Il y a 45. Peut-être. Ah, mais c'est sûr, peut-être. Donc, écoutez, ça c'est des choses que vous pouvez mettre sur le tapis, vous pouvez vous renseigner, et dire tiens, il y a une parcelle de 100 mètres, elle est à côté de moi, tu pourrais l'acheter et puis me la revendre à moi. Normalement, vous savez, les gens normaux, et il y en a plein, heureusement, ils disent oui. Enfin, alors, c'est du travail, parce qu'en termes de procédure administrative, c'est chiant. Il faut être persuadé et prouver qu'il descend bien de 100 mètres. Et ça, des fois, c'est un peu compliqué. Quelquefois, on retrouve les mètres. Oui, si on cherche bien, on les trouve. Des fois. Il y a des pistes intéressantes. Mais bon, il y a des pistes intéressantes. On a Michel là, qui connaît bien ce genre de dossier. Il en a fait dans sa commune. Ça peut soulager, parce que si vous voulez, une parcelle sans bien y mettre, elle ne rapporte pas au maire. Parce qu'il n'y a personne qui paye la taxe foncière. Si vous l'achetez, il vous la revend sans faire de bénéfice, il ne va pas faire ça. Il est sympa. Mais par contre, lui, l'année d'après, il va toucher la taxe foncière.
Et je crois que c'était Michel qui disait que la taxe foncière représentait la moitié du budget d'une commune dans le coin, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons non plus. Bon, alors j'avais pareil, mais vous avez tout un tas de petites communes là, où il y a le village, il y a 400 habitants. Sur les 400 habitants, ça fait 200 maisons. On a taxé 200 maisons, ça fait pas un gros budget. Par contre, les bois autour, ça fait de l'argent. Donc le maire, si vous voulez, il fait un investissement, mais il a le retour l'année d'après, quoi. Parce que comme vous serez voisin, vous serez taxé. Et la taxe est récupérée par les impôts au-dessus de 12 €. Mais si vous avez déjà des parcelles, si vous payez déjà des impôts dans la commune, la parcelle, même si à côté c'est 8 € de taxe, ça s'ajoutera à votre taxe qui est peut-être de 50 €, passera à 58. Et le maire, les 8 € dans sa poche, c'est mieux que. Dans les poches de la commune. Voilà. Dans la poche de la commune. La poche de la commune. Donc, si vous voulez, il faut être un peu dynamique, quoi. Il faut être un peu dynamique. Et il y a des maires qui l'ont bien compris. Après, il y a des petits maires, des maires Oui, qui ont moins de moyens. peut-être les accompagner, les aider. Il faut les aider, il faut les accompagner. C'est souvent. Oui, voilà l'idée là, chef. Oui, alors je crois que vous avez raison, et justement, c'est aussi le rôle en particulier des communes forestières que j'ai le plaisir de représenter, d'essayer d'accompagner les élus dans cette démarche et cette procédure. Alors, la recherche de biens vacants et 100 mètres, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a souvent un listing de départ qui nous donne les biens présumés vacants et 100 mètres. Quand on arrive à la fin de la procédure, il y en a un peu moins. Alors c'est vrai que ça a énormément d'avantages et des avantages intéressants financièrement. Ça peut être aussi une monnaie d'échange ou une réserve foncière pour faire d'autres projets en échange de des choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont relativement intéressantes à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les surfaces sont, vous avez tout à fait raison, sont insoupçonnées et relativement importantes. On a énormément de biens présumés vacants et 100 mètres et tout. Alors, la procédure est compliquée parce que avant de dire qu'un bien est 100 mètres et tout, il faut s'assurer d'un certain nombre de choses et là, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites pour accompagner les élus. J'en profite juste pour faire une petite observation. Je ne connaissais pas le film. Je suppose qu'il y en a pas mal dans la salle qui ne connaissaient pas. J'ai été extrêmement surpris par la qualité de ce film, qui aborde les problématiques importantes, comme on disait tout à l'heure, avec surtout, et qui, à mon sens, aborde la thématique de la multifonctionnalité de la forêt. Souvent confondu entre le bien commun et la fonction. Aujourd'hui, en Haute-Loire, et c'est un peu le thème de ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure, il y a des défis importants pour le territoire, pour la population, et tout. Et c'est vrai qu'il y a sans doute un déficit de communication. On essaye, et Philippe, je crois qu'on peut te remercier d'avoir initié cette idée de communication et tout, parce que c'est comme ça aussi qu'on va arriver à non pas convaincre, mais sans doute sensibiliser tout simplement que la forêt est un atout extrêmement important pour notre territoire. Merci Michel. C'est vrai que aujourd'hui cette information, vous allez la digérer, vous allez voir, ça va mouliner dans le cerveau, ça mettra quelques jours, bien digéré, et après vous se direz, mais peut-être que j'aille voir. Et après on dit, allez, Michel, tu m'accompagnes, et puis on va aller faire un petit tour de la propriété du papillon. Parce qu'il y a peut-être une décision à prendre. C'est un bien privé d'intérêt commun, parce que capter du carbone, c'est un intérêt commun, on respire mieux. Le bien, il est à vous, et il faut prendre ces décisions rapidement, d'où la communication, d'où la formation, d'où l'information. Et aujourd'hui, si on est là, c'est qu'il y a des maires, il y a des élus qui ont compris qu'il fallait qu'on vous donne la bonne parole. Alors, je vous dis tout de suite, on est des bénévoles, il n'y a rien qui rentre. On ne vend rien, pas d'aspirateur, pas d'isolation à 1 €, rien.
Le seul truc qu'on vous dit, c'est que votre bien, c'est un bien dont vous êtes responsable. Dans le film, c'est dit. Vous êtes responsable de votre forêt. Je prends toujours le même exemple. Vous avez souvent une maison. Ici, on a souvent une maison. Et votre maison, il y a une cheminée. Et des fois, il y a un coup de vent. Et la cheminée tombe. Ça peut arriver. Donc, ça m'est arrivé en 2017, ma cheminée. Et elle est tombée sur quelque chose. Ben, j'étais faire marcher mon assurance de ma maison pour dédommager la carrosserie que j'avais abîmée de la voiture qui était garée en bas de chez moi. Ben, un arbre, c'est pareil. Un arbre, quand il tombe, il peut poser des dégâts. Alors, ça peut être des dégâts faibles en termes de valeur. Je prends toujours l'exemple de la ligne de téléphone. Une ligne de téléphone, ça se répare assez facilement. C'est pas les PTT, mais non, c'est Orange qui vient et puis il fait un domino et puis il reprend la ligne. Si c'est la fibre, il faut juste changer la ligne du début à la fin. Donc si l'Anjac est n'importe quoi, est rattaché à Brioude, c'est pas vrai parce qu'il y a des côtes avant, mais on n'a peut-être pas la ligne, il faut changer toute la ligne. Parce qu'on ne peut pas mettre un domino sur la fibre. Alors là, c'est pas pareil. Et je vais vous donner un autre exemple. Il y a un train qui passe à l'Anjac. Et bien, le train, quand il est arrêté par un arbre qui est tombé, la SNCF vous fait un coût d'exploitation à l'heure. Toutes les heures qui passent, le train est arrêté, la facture tombe. Donc, si vous n'avez pas votre assurance responsabilité civile des bois, ça peut vous coûter cher. Alors, je ne vous parle pas des drames. Il y en a eu un terrible au mois de novembre de l'an dernier. En Dordogne, un arbre est tombé sur la route. À ce moment-là, il y avait une voiture qui passait. La personne qui conduisait est décédée sur le coup. Et le passager qui était son enfant, la personne était un peu âgée, et l'enfant, il avait 45 ans, je crois, est paraplégique. Je peux vous dire qu'il pourra passer toute sa vie à payer, il n'y arrivera pas. Et s'il y avait mon héritage, il sera trompé. Donc vous êtes responsable de vos arbres. Il y a des trains qui passent à l'Anjac. Il y a des routes nationales, en plus, qui sont aménagées un peu plus en ce moment. Donc il y aura toujours du trafic en plus, rassurez-vous. Donc il y a des cueilleurs de champignons. Ils viennent chez vous, mais ils vous donnent pas la permission. Et s'il y a une branche qui tombe sur le cueilleur de champignons, ou sur le chasseur, ou le promeneur, ou le VTT, c'est vous qui êtes responsable. Moi, je vais vous donner un autre exemple d'un de nos adhérents qu'on a accompagné. Il en avait marre que des motos cross passent à travers sa forêt. Donc, il avait mis 2 panneaux sur les 2 arbres. Donc, le chemin s'était fait au milieu. Propriété privée interdite de rentrer. Et il avait mis une chaîne grise en travers de la route. Il y a une moto qui est arrivée à fond la caisse. La moto est explosée. Le gars, il s'est pris 3 mois d'hôpital. En autonoir, hein, et pas dans le gars. Il conduisait la moto, a porté plainte contre le propriétaire pour 2 raisons. Les panneaux qui avaient été mis, interdiction de rentrer, étaient trop hauts par rapport au champ visuel d'un motard. Et la chaîne était en ferraille, quoi, grise. Et donc, elle n'était pas assez distincte du sol, qui était gris aussi. On a été le défendre. Bon, ça s'est bien terminé pour le propriétaire parce qu'on a quand même insisté sur tout un tas de choses quand même. On ne veut pas vous faire la procédure judiciaire. Et donc un rappel à la loi. En plus de l'assurance, protection, responsabilité civile, vous avez aussi la protection juridique. C'est-à-dire quand on fait du mal à vos arbres, vous avez un recours. Et on l'a fait la semaine dernière pour quelqu'un. Ça marche toujours. On l'a fait 4 fois l'an dernier, les 4 fois on a été gagnants. Donc quand on blesse vos arbres, parce que quelqu'un trouve que c'est plus facile de traverser votre propriété pour aller exploiter celle de derrière, et vous coupe des arbres, bon, c'est pas bien. Hein. Aucune parcelle ne doit être enclavée en France, mais ça doit être au plus court et au moins dommageable. Hein, c'est ce qui est dit dans la loi. Donc si c'est au plus court et au moins dommageable, ben, oui, c'est la vie. Si c'est en plein milieu de votre propriété, non. D'accord ?
Donc tout ça, le droit de préférence, tout ça, personne ne peut être fort et compétent sur tous ces domaines très pointus. Donc quand vous avez un souci, vous nous appelez. Généralement, on a la réponse. Sinon, on a un service à Paris avec 2 juristes sur des dossiers très pointus. J'en ai eu un l'an dernier. C'était vraiment très complexe. Donc on a un service juridique, on a un service d'aide. Alors par exemple, sur notre site francipa.fr, vous avez un simulateur d'aide qui est à jour tous les mois. Et on peut vous calculer à combien vous avez droit d'aide. Parce que là, je vous ai parlé des aides de l'État qui sont tombées hier, mais vous en avez tout un tas d'autres. Par exemple, le bas carbone, par exemple, les aides de la région, par exemple, la Guadeloupe pour une spécialité. Vous avez tout un tas d'aides. Donc, si celle-là ne marche pas, on vous en trouvera ailleurs. C'est rare quand on n'en trouve pas. Simplement, il faut toujours appeler avant. Il y a des gens qui m'appellent après. Après, je peux rien. Avant, oui. Après, non. Donc, par exemple, il faut constater que vos épiciers à sens qualité, on le constate. Il y a des gens qui sont habilités. Donc, voilà, on fait passer ces gens et puis ils sont payés pour ça, ils se déplacent. Donc, vous allez voir la différence entre le plan qui est sorti hier, le plan pérenne, et le plan de relance 1, le plan de relance 2 et le plan 2030. Celui-là est beaucoup plus simple. Celui-là est beaucoup plus simple. D'accord? Après, attends, pardon. Qu'est-ce que plan de relance 1, plan de relance 2, plan 2030, les dossiers étaient complexes à mettre en place. Moi-même, j'ai fait 2 formations et j'y arrivais pas à la fin. Donc voilà. Donc, pour me dire que c'était compliqué, je vous le dis, c'était très compliqué. Que celui qui arrive, il est beaucoup moins compliqué. Est-ce qu'il est aussi simple que le fonds forêt nationale? Réponse non. C'est clair. Est-ce que les propriétaires sont en responsabilité? Oui. Parce que généralement, ils ont à peu près 20% de reste à charge. Donc ils sont responsables. Autrement, ils sortent l'argent de leur poche. Après, si l'entretien, parce que quand on plante quelque chose, il faut l'entretenir. Au début, les 4 premières années, il faut débroussailler autour du plant. Donc il faut passer la débroussailleuse. Hein? Donc ça, effectivement, si le gars ne le fait pas, ben, il a tout perdu. Et oui, mais c'est de l'argent public gaspillé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des contrôles. On le disait tout à l'heure, il y a des contrôles de réalisation. C'est pas, on a planté, on se barre en courant et c'est fini. Et il faut que ce soit sur terrain, que l'arbre sorte. Parce que vous avez des gens qui s'engagent à débroussailler vos parcelles. Par exemple, Madame Ricou donnait l'exemple, on va faire 7 hectares de plantation expérimentale et il y a un engagement de débroussailler pendant 5 ans ces arbres pour leur donner une chance. Et qui c'est qui donne les autorisations de couper? De 4 hectares, vous devez demander préalablement l'autorisation à la DDT. Si vous ne le faites pas, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a des gens qui coupent n'importe comment. Ils sont au tribunal et ils payent des amendes minimum. Jamais vu. Eh bien, regardez et allez au tribunal et vous verrez les amendes qui ont été distribuées cette année. La règle en Haute-Loire, je la rappelle, 4 hectares, vous devez demander l'autorisation préalable à la DDT. Même si vous reposez derrière et que vous n'avez pas eu l'autorisation, vous irez au tribunal du prix, vous payez un appartement. Elle sera dissuasive. Quand c'est une parcelle supérieure à 1 hectare, vous pouvez la couper sans autorisation préalable, mais vous avez l'obligation de reposer sous 5 ans. Après 5 ans, l'amende est de 1 800 € par année. Voilà, vous laissez 10 ans sans planter, au bout de 5 ans, ça fait 18 000 €. Et la DDT vérifie bien par Oui. Exactement. Ils ont une cartographie, aujourd'hui, ils le font de leur bureau, hein, puis je peux vous dire que le satellite, ils ne se trompent pas. Et en plus, ils ont une intelligence artificielle qui leur détecte toutes les coupes rases, et ils le voient tout de suite. Hein.
Donc, de dire qu'il y a des sauvages, c'est vrai. Il y en a de moins en moins, parce que le gendarme, il est facile. Et quand vous passez devant le tribunal du Puy, je peux vous dire que la sanction est bonne. Pourquoi? Parce que la Haute-Loire est le premier producteur de résineux du Massif central. En France, des chiffres qu'il faut avoir en tête, le bois, il y a plus d'emplois dans le bois que dans l'automobile. En France, il y a plus d'emplois dans le bois que dans l'automobile. Pourtant, toutes les fois que Renault fait un truc, ou Michelin, ça fait la une des journaux. Dans les bois, un peu moins. Et il faut avoir ça en tête. Et en Haute-Loire, c'est simple, on n'a pas d'industrie automobile, à part l'usine Michelin ou à Capouzy. Moi, je ne connais pas d'usine, à part les garages, bien sûr, les concessionnaires. Il n'y a pas d'industrie automobile en Haute-Loire. Donc, je peux vous dire que le site du bois, en Haute-Loire, il y a une usine qui va être implantée bientôt, qui va dérouler du sapin. Cette usine qui va se mettre en place va faire du contreplaqué, pour simplifier, pour dérouler les sapins, les gros sapins, vous savez qu'on ne sait pas quoi en faire. Eux, ils vont les dérouler et aujourd'hui, ces arbres qui ne sont pas très bien valorisés par les scieries classiques vont être mieux valorisés par cette entreprise. Et donc, il y aura un retour pour les propriétaires, puisque mieux valorisé d'un côté, ce sera bénéfique pour le forestier. Donc, il y a des choses qui se font qui ne sont pas bien, c'est sûr, mais il y a la DDT qui contrôle. Donc, évitez de faire trop de conneries, parce que quand vous êtes en collimateur, ça peut coûter cher. Il y a des aides, par contre, pour faire des choses intéressantes. Vous avez des conseillers, hein, il y a le CRPF est là pour vous conseiller. La Chambre d'agriculture, hein, en plus il y a un accord qui a été passé avec la COPCOM ici, et c'est Simon Pourra, je crois, qui s'occupe du dossier ici. Il y a déjà un travail de recherche, de cartographie qui a été fait. Hein, donc, on ne part pas d'une page blanche ici. Hein. Donc il y a une conscience qui a été prise par vos élus avant. Prenez cette richesse, hein, ces informations. Renseignez-vous, allez aux réunions. Il y a les coopératives aussi qui sont là, les experts forestiers qui sont là. Quand vous avez une parcelle, comme moi j'en ai une, ma grand-mère était d'Oterac, hein, c'est pas très loin d'ici, Oterac. J'ai une parcelle qui touche l'ONF. Quand je vais exploiter cette forêt, je dis à l'ONF, quand est-ce que tu fais ta grande parcelle? J'en profite, quoi. Je le fais en même temps, ça me coûte moins cher, parce que les frais fixes pour faire venir une abatteuse, que ce soit pour 5 hectares ou pour 5 arts, c'est le même coût. Hein. Donc je m'arrange pour leur téléphoner pour savoir quand est-ce qu'ils ont prévu leur coupe. Si c'est dans 2 ans, je passe dans 2 ans. Hein. Donc il faut être un peu dynamique sur ça. Achetez les parcelles de vos voisins quand elles sont à vendre. Démarchez-les des fois. Plus vous agrandirez votre parcelle, plus vous vous rapprochez des 4 hectares. 4 hectares, c'est la bonne dimension pour faire la gestion durable de la forêt. Parce qu'aujourd'hui, le métier de bûcheron à la main, c'est quasiment fini. Et heureusement. Pourquoi? Je vais vous donner aussi une information. Quel est le métier où la durée, l'espérance de vie est la plus faible dans le monde et en France? Mineur? Non. C'est bûcheron. L'âge moyen de vie d'un bûcheron, c'est 58 ans. Donc 58, il y a ceux qui ont passé, hein, qui sont à la retraite et qui vivent à 70 ans, puis il y a ceux qui malheureusement meurent dans un accident à 40 ans. Donc c'est le métier le plus dangereux. Donc s'il y a moins de bûcherons, il faut s'en féliciter, parce que c'est un métier dangereux, mais pour faire venir des machines, des abatteuses dans les bois, il faut un minimum de surface. Et 4 hectares, c'est pas mal, quoi. On est bien. J'ai une autre question. Dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. Alors j'ai une autre question, parce que personne n'en parle, et c'est ce qui est primordial, c'est le prix des bois. Le prix des bois, il y a 50 ans, était plus cher qu'aujourd'hui. C'est la seule matière première qui n'a jamais bougé, voire diminué. Et les ça, produits c'est agricoles aussi, les produits agricoles. Non, mais c'est pareil. Et quand même, c'est quand même désagréable de voir des choses comme ça, quoi.
Vous avez le pétrole qui est multiplié par 10, c'est une matière première. Je vous réponds. Ouais. La Haute-Loire, en 1830, avait 9% de sa surface forestière. Aujourd'hui, c'est 41%. Le marché de l'offre et de la demande, vous savez comment ça se passe. Quand il y a beaucoup de marchandises, les prix baissent. Quand c'est rare, les prix montent. Donc quand je vous dis qu'on est passé de 9% en 1830 à 41% aujourd'hui, vous avez compris que la surface et le volume avaient fortement augmenté. Donc le marché de la demande, de l'offre et de la demande, c'est le marché qui fait le prix. Quand on est sorti du Covid, il y avait une demande brutale. Et Thierry est là, il pourra en témoigner. On a vu des Douglas à plus de 100 € à l'époque. Il est redescendu. Et il est redescendu, pourquoi? Parce que le marché de la construction s'est cassé la gueule, hein, moins 25% de permis de construire. Et si on ne construit pas de maison, on n'a pas besoin de bois. Hein, voilà. Si on fait que de la restauration, on peut changer les chaises, là, changer Ikea si vous voulez, mais ça ne fait pas un gros volume. Par contre, si on construit la maison, il y a un toit. En plus, il y a des nouvelles lois qui s'appellent 2020, où on doit avoir 22% de la construction d'une nouvelle maison doit être faite en bois. Donc il y a le toit, souvent, il y a les parquets, mais il y a l'isolation. Par exemple, on faisait que de la laine de verre, maintenant on fait de la laine de bois. On fait tout un tas de choses en bois, heureusement, et cette loi nous aide bien. Mais le marché, aujourd'hui, en 1960, il y a eu une déprise agricole très importante, surtout en Haute-Loire, parce qu'il y a eu la mécanisation. Et quand on allait sur des terrains en pente, en fauché à la main, ça se faisait. Vous mettez un tracteur, il dévale le truc, ça ne marche pas. Donc il y a eu beaucoup de déprises agricoles, beaucoup de bois qui ont été plantés dans les années 60, 60 plus 2020, 24, ça fait 64 ans. Les arbres se récoltent aujourd'hui. Hein. Et donc le fonds forestier qui s'est arrêté en 99, mais quand il a commencé dans les années 49, et aujourd'hui ça fait des arbres qui ont 80 ans, 100 ans, ça fait de la récolte aussi. Donc aujourd'hui on est au croisement où il y a beaucoup de choses à récolter, et quand vous rajoutez le changement climatique que je vous ai mis, où il y a des choses qui ne seraient pas récoltées officiellement, mais qu'il faut récolter parce que sinon ils sont en train de crever. Donc vous mettez le fonds forestier national qui était très bien, c'est vrai qu'il était très bien, et ça fait des arbres. La déprise agricole dans les années 60, ça a fait des arbres. Le dépérissement actuel du changement climatique, ça fait des arbres. Je peux vous dire que ça fait du monde dans les scieries. Et les scieries, on ne court pas après pour vous démarcher, ils en ont assez. De tous les gens qui téléphonent, il faudrait venir me débarrasser, machin, etc. Et c'est le marché de l'offre et de la demande. On pense que dans les années 2030-2035, ça va s'inverser, parce que les arbres qu'on plante aujourd'hui, on ne va pas les ramasser en 2035. Les arbres qui dépérissent en 2035, si vous ne les avez pas ramassés, ils ne trouveront rien. Donc, voilà. Et les arbres du fonds forestier, ils seront finis d'être exploités. Donc on risque d'avoir un trou d'air dans les années 35. 2035. D'accord ? Oui, Thierry est le plus ancien technicien forestier de Haute-Loire. Donc c'est l'expérience qui parle. Ça me rassure. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, heureusement, il manque de la main-d'œuvre. Parce qu'il y aurait une saturation du marché terrible. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec des abatteuses, on récolte beaucoup de bois, mais ils sont tous bien occupés. Et par contre, les bûcherons traditionnels manuels, il n'y a plus beaucoup de monde. Voilà. Alors, c'est pareil avec toutes les grosses industries qui sont en train de s'installer. La récolte de bois avec des abatteuses, ça va se limiter un petit peu parce qu'avec le diamètre, ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'il y aura des gros volumes à mobiliser et il n'y aura personne pour les exploiter. Donc, la main-d'œuvre manuelle telle qu'elle existait jusqu'à ces 15 dernières années, elle n'y est plus. Et je pense qu'aujourd'hui, même aussi bien pour le syndicat, les organismes forestiers, il faut se poser des questions sur
comment on va faire pour exploiter ces bois. Oui, exact. Alors, couper les bois, c'est une chose, et il manque aussi de la manœuvre pour replanter des parcelles. Et il manque aussi des plans. Voilà. Donc, il y a quand même un gros challenge. Thierry a bien résumé la situation. Bon, pour les plans, tout le monde en a pris conscience il y a un an ou deux. Donc il y a un plan de pépiniériste qui a été mis en place. Ce qui fait que même il y a une surproduction cette année, parce que compte tenu de la pluviométrie qu'on a eu cette année, il y a moins de récoltes que les autres années, parce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas y aller à cause de la flotte. Et donc il y a beaucoup de plans cette année, ça s'est résolu. Mais ce qu'il a dit, et Thierry était tout à fait exact en termes de main-d'œuvre. Aujourd'hui, et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les métiers pénibles, les gars qui travaillaient dans des conditions pénibles, comme bûcheron, on leur propose le même poste, un poste équivalent, je veux dire, moins pénible et aussi bien payé. Alors, écoutez, si moi j'étais bûcheron à travailler avec une tronçonneuse sous la pluie, etc., et que j'ai le même salaire en ayant je sais pas quoi, j'irai au moins payé, c'est normal. Donc les métiers pénibles, regardez ce qui se passe dans la restauration. Hein. C'est des métiers pénibles par les oreilles, hein, surtout. Dans les EHPAD, c'est pénible. Hein. Et ben, tous ces métiers sont en tension. Donc il a raison, Thierry. Heureusement, pendant une pénurie de main-d'œuvre, sinon tous les mois, il faudrait faire des aires de stockage. Donc aujourd'hui, le prix du bois, je ne peux pas vous dire qu'il va s'améliorer. C'est pas vrai, je peux vous mentir. Il ira mieux dans quelques années, quand on aura épuisé tous ces arbres qui arrivent à maturation, maturité, je veux dire, ou qui dépérissent et qu'il faut ramasser rapidement. Donc s'il n'y a pas de plan, il ne faut pas couper. Si on ne peut pas avoir de plan, il ne faut pas couper. Des plans, si, j'ai dit qu'il y en avait. Mais non. Si, j'ai dit que les plans, il y en avait. Il y a eu un. C'est un jeu de mots, mais il y a eu un plan pour les pépiniéristes. Non, mais de plan de pépinière, moi je parle. Oui. Donc si c'est pour ramasser une amande derrière, déjà vendre le bois pas cher, prendre une amande parce qu'on n'a pas pu replanter. De plan. Au contraire, il y a une surproduction en ce moment. Bon. Donc rassurez-vous, moi j'ai été visiter à Saint-Bonnet le château, le pépiniériste, il a ce qu'il faut. C'est un local, même si c'est dans la Loire. C'est pour ça que les plantations de houlla qui ont 30 ans, il faudrait qu'elles soient interdites de couper. Si vous dites que le bois il va augmenter dans une quinzaine d'années, c'est là où les gens en tireraient le meilleur profit. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ceci étant, le propriétaire, il est propriétaire, il fait ce qu'il veut. Si vous voulez vendre votre maison aujourd'hui, et bien que le marché ne soit pas porteur, ben personne ne peut vous interdire de la vendre. Et votre maison, elle aura plus de valeur dans 3-4 ans quand les taux d'intérêt auront baissé. Et si vous voulez vendre aujourd'hui, je ne peux pas vous l'interdire. Est-ce que vous avez les chiffres de l'évolution de la production de bois scié en bois? Parce que moi, j'ai travaillé dans le bois. Je me rappelle une scierie qui passait un grenier de bois par semaine. C'était une bonne scierie. Oui. J'en passe 4, même plus. Oui, par jour. Par jour, oui. Alors, le phénomène qui s'est passé dans les scieries, ça a été comme chez les paysans. Avant, il y avait une scierie par commune, pas plus. Aujourd'hui, il y a quelques grosses scieries. On est bien à Crapaud, Natunière, etc. Et après, il y a tout un tas de moyennes, cistrières, et des petites familiales. Si, il y en a des moyennes. C'est signifiant. Vous prenez la série Philippon, une bonne moyenne. Bonne série moyenne. Vous prenez la série filaire à Saint-Badel, c'est une bonne moyenne. Ça s'est bien modernisé, ça s'est bien mécanisé et c'est beaucoup moins pénible qu'avant. Donc aujourd'hui, ils ont fait de gros efforts. Ce que l'on demande aux scieurs, c'est de passer à la deuxième transformation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des cantères qui font des mécubes et des mécubes, on leur demande de transformer. Tout à l'heure, je citais filaire à Saint-Badel, lui, il fait des parquets. C'est-à-dire qu'un arbre tordu comme ça, et que j'exagère volontairement en faisant un S, lui, il va vous prendre ça, il coupe, il le transforme en petit parquet. L'autre morceau, il va vous le prendre aussi, et le dernier aussi. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont la possibilité de valoriser le bois au lieu de le couper, c'est mieux pour tout le monde. Le fait de faire la deuxième transformation, on peut mieux valoriser
que quand on fait que des mètres cubes. Tout à l'heure aussi, je parlais des débouchés. Vous savez, il y a 2-3 ans, c'était la pénurie au niveau du fioul. Tout le monde mettait des bois pelés dans les maisons. On stockait dans les caves des sacs de 15 kilos. Voilà. Il y a eu 2 hivers très calmes. Aujourd'hui, le prix du pelé, il est tombé au prix d'avant du Covid. Les gens ont eu peur d'avoir froid. Et voilà, c'est comme ça. Le prix, il est revenu au prix normal. Même un peu plus bas. De conclusion et de remerciements vraiment chaleureux à votre maire et président de Concorde. Tout d'abord, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup parce qu'on voit qu'effectivement, le film l'a dit au tout début, c'est une histoire de passion, on le sent quand vous prenez la parole, et quelquefois ça vous prend les tripes. Vous dire que simplement, sur le territoire des Rives du Haut-Allier, la filière bois mériterait d'être plus développée. Alors vous savez, aujourd'hui, si on n'a pas d'industriels du bois qui arrivent, c'est qu'on n'a pas de zone industrielle à leur proposer. Malheureusement, c'est la réalité. Quand on en a une, comme on a à Boulaguet par exemple, on a eu une bijouterie qui s'est installée, mais on a besoin de moins de place que pour une scierie. On avait David Marian qui était hier soir dans cette salle-là avec le club entreprise. On a des jeunes gens pourtant très dynamiques. Il y a la scierie Le Bras qui est en train de s'installer sur Saugues et qui va pouvoir se développer. Mais vous connaissez les contraintes aujourd'hui pour travailler le bois. C'est pas simple. Je vois des professionnels qui y ont passé toute leur vie. Tout est devenu plus compliqué pour les scieurs. Moi, j'aimerais aussi vous dire qu'on devrait vraiment soutenir cette première transformation du bois, c'est-à-dire après l'avoir coupé, aider aussi ceux qui la coupent. Parce que le débardage, nous, on est un pays de montagne, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut y aller, au fin fond de la Gourguère. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un affluent de la Dège, qui est l'affluent de l'Allier. Il faut y aller, au mois de février, quand les doigts collent sur le câble. Là, il faut y aller. Et bien, ceux-là, oui, alors il y aura une piste, mais ça ne fait pas leur salaire, la piste. Alors, c'est bien de subventionner la piste, mais franchement, il y a quelque chose à faire, effectivement. On disait tout à l'heure qu'on a du mal à trouver des gens pour travailler, faire ces travaux-là. Et oui, parce qu'il faut plier le dos, c'est sûr que c'est dur. Ces tâches-là qui sont difficiles, on devrait plus les soutenir et ça, il faut qu'on travaille là-dessus absolument, nous les élus, pour qu'on trouve des moyens, du soutien, un vrai soutien pour tous ces gens qui travaillent sur le terrain tous les jours et qui sont surtout un formidable retour pour nous du savoir et du savoir-faire qu'il faut entretenir aussi parce que les métiers se perdent. Alors, on peut aussi bénéficier évidemment de formation. On sait qu'on a une formation locale à Saugues, de gens qui sont destinés à travailler dans les bois. C'est très bien. Il faut continuer dans ce sens-là, même si aujourd'hui c'est difficile malgré tout de recruter. Moi, je vous encourage vraiment à sauver notre forêt parce que c'est une catastrophe. Si vous êtes promené dans la vallée de la Dèche, c'est à pleurer, quoi. Les mots sont là, quoi. Si vous descendez de Madène, qui est un peu plus haut sur Chazette, vous voyez en face des versants complets qui sont devenus complètement gris. Et moi, je suis tout à fait surpris. Et certains l'ont fait remarquer, ils m'ont dit viens vite voir les bois de la commune, parce que en un an et demi, on a perdu des bois sans qu'on s'en rende compte. Donc, je vous invite à aller voir tous vos bois, vraiment. Et puis aussi transmettre ce qui s'est dit, si, au besoin à tous ceux que vous connaissez, les encourager à se rapprocher de Francis Bois qui, comme vous l'avez dit, voilà, c'est une aide bénévole. Ils sont prêts à vous entendre, à voir quel problème vous avez et comment le résoudre. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis appelez la communauté de communes, on vous donnera des relais si vous en avez besoin. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci Monsieur le Président, merci pour ce bel exposé. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée. Merci et l'avenir est devant nous, donc du courage, mais on va y arriver. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.